Salam alaikum, bonjour tout le monde. La dernière fois, on a entamé le chapitre des indigestions chez les ruminants qui est très important. On a commencé par les rappels physiologiques sur la motricité du réticulo-rumen. Le lien de la vidéo se trouve plus haut. Après, on a parlé des troubles de motricité du RR et on a fait la pathologie la plus importante qui est la RPT, la réticulopéritonite traumatique, sur le plan étiologique et pathogénique. Donc le lien de la vidéo se trouve plus haut pour ceux qui ne l'ont pas encore visualisé. On a parlé aussi de la forme aiguë et aujourd'hui, Inch'Allah, on fera la forme chronique. On va essayer de voir une forme très spectaculaire de la réticulopéritonite traumatique, à savoir la réticulopéricardite traumatique. Donc, en cas de péricardite, quels sont les signes cliniques qu'on va essayer de voir? Comment va se présenter l'animal en cas de péricardite? Quels sont les signes associés à cette péricardite? Et on verra par la suite la forme chronique de la RPT, donc à ne pas négliger, et qui est très plus ou moins fréquente au niveau du terrain, hein, donc il faut faire très attention. Il n'y a pas uniquement la forme aiguë, mais la forme chronique existe. On va essayer de voir quels sont les signes cliniques de la forme chronique. Et on terminera par le diagnostic différentiel, les examens complémentaires et éventuellement la conduite à tenir devant un cas d'RPT, donc de réticulopéritonite traumatique ou de péricardite traumatique. Donc sans tarder, on va essayer d'entamer le cas de péricardite. Donc comment se fait le cas de péricardite? Je vais essayer d'expliquer. Donc vous avez sur le plan topographique, donc le diaphragme, le cœur, d'accord? Et vous avez juste après, donc, rumen et réseau. D'accord? Donc, rumen et réseau. C'est pour cette raison qu'on parle toujours de RR, rumen réseau. Et donc, vous savez que le réseau, il a une position un petit peu déclive et il est en contact permanent avec le diaphragme. Donc, en cas où le corps étranger va perforer le réseau et il va se diriger crânialement et d'une façon oblique directe, il va toucher le péricarde. C'est la couche externe, le péricarde. D'accord? Le péricarde. Et donc, dans ce cas, il va entraîner une inflammation appelée péricardite. Donc, c'est une inflammation du péricarde et qui va gêner le cœur dans son fonctionnement. Et c'est pour cette raison que, si vous vous souvenez, lorsqu'on a abordé les examens donc, du diagnostic de la RPT, on avait parlé du plan incliné. Alors, il faut faire très attention. Moi, personnellement, je ne souhaite plus utiliser ce test parce qu'il est très dangereux. Vous voyez que le corps étranger, avec le plan incliné, il peut perforer carrément le cœur avec un choc cardiaque et la mort de l'animal. Donc, d'autant plus qu'on a d'autres examens qui peuvent nous aider. Donc, essayez de ne plus utiliser le test du plan incliné. Hein. C'est la péricardite. Maintenant, quels sont les signes qui vont caractériser cette péricardite traumatique? Et là, on va parler de, d'accord, péricardite traumatique. Donc, le premier signe, c'est l'auscultation cardiaque qui devient assourdie ou dédoublée. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire une auscultation cardiaque lors d'une péricardite, soit on va trouver des bruits cardiaques très lointains et ça s'explique par l'augmentation donc de l'éloignement du cœur par rapport au péricarde et la péricardite exsudative, donc présence de liquide entre le péricarde et le myocarde. Donc, ce qui fait que le battement cardiaque deviennent assourdis, deviennent très loin. On a l'impression que c'est un cœur qui nage dans un verre d'eau. Ou bien dédoublé. Dédoublé, pourquoi? Parce que l'onde du choc précordial, donc on entend le choc initial, plus le choc qui est provoqué par le dédoublement suite à l'onde hydrique. Donc, nous avons soit à l'auscultation cardiaque, soit des battements cardiaques assourdis, très lointains, soit dédoublés. Hein, on a l'impression que on a un B1 en 2 fois, un B2 en 2 fois. On a l'impression que les battements cardiaques sont dédoublés. Donc, soit assourdis, soit dédoublés. Deuxième signe clinique qui peut nous orienter vers une péricardite, c'est la turgescence des jugulaires, des veines jugulaires. Et nous avons aussi la turgescence des veines abdominales superficielles, comme la veine mammaire et les veines superficielles abdominales en général. Cette turgescence des veines jugulaires, elle est due à quoi? Elle est due à la
à l'augmentation de la pression veineuse au niveau jugulaire suite à la stase veineuse qui est elle-même due à l'installation de l'insuffisance cardiaque suite au problème de péricarde. Donc, turgescence des veines jugulaires, nous avons des jugulaires qui sont visibles à une grande distance et on a l'impression que les jugulaires sont gorgés de sang. Donc, ils sont remplis de sang. C'est ce qu'on appelle la turgescence des veines jugulaires. Troisième, et là j'attire votre attention sur ce point très très important, on a toujours parlé lors de péricardite traumatique de peau jugulaire rétrograde. C'est faux, c'est faux. En cas de péricardite, il n'y a pas de peau jugulaire pathologique. Il n'y a pas de peau jugulaire rétrograde. Rétrograde, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage. Voilà le peau jugulaire rétrograde. Voilà le cœur, voilà les veines. Et voilà les organes. Donc un peau jugulaire rétrograde, normalement, donc les organes, c'est la tête par exemple, donc comme ça, donc la tête, la veine jugulaire et le cœur. Hein, c'est très schématique, attention. Hein. Donc normalement, au niveau de la veine jugulaire, nous avons un peau qui est comme ça et qui n'est pas perceptible, parce que le sang vient de la tête vers le cœur. C'est une veine, c'est une veine. Dans le cas de peau rétrograde, nous avons un peau qui est rétrograde par rapport à la position normale. Ça veut dire qu'on va remarquer une onde pulsatile qui se dirige du cœur vers la tête. C'est ça le pouls rétrograde. Je vais mettre une autre couleur pour comprendre. Ça, c'est le pouls rétrograde. Le pouls rétrograde. C'est une onde, on a l'impression de voir une onde qui se dirige dans le sens inverse de l'écoulement du sang veineux. Hein, c'est ce qu'on appelle le pouls rétrograde. Alors, dans la péricardite traumatique, il n'y a pas ce phénomène. Et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est ce facteur qui va nous permettre la différenciation entre la péricardite et l'endocardite. Le pouls jugulaire rétrograde, il existe dans le cas d'endocardite. Parce que le pouls rétrograde jugulaire, il est dû à quoi? Il est dû à un refoulement à partir du cœur vers les veines. Le refoulement, c'est ce qu'on appelle le refoulement post-systolique caractéristique de l'endocardite. Alors que la péricardite, il n'y a pas ce phénomène. Il n'y a pas le phénomène où le sang, au niveau de sa systole, suite au problème des valvules, l'endocardite, surtout l'endocardite valvulaire, il y a un problème d'insuffisance, donc les valvules ne vont pas se fermer hermétiquement et il y aura un résidu post-systolique qui va vers la veine jugulaire. C'est lui qui est responsable de ce pouls rétrograde pathologique et qui est caractéristique de l'endocardite et non pas de la péricardite. Donc il faut faire très attention pour les gens qui parlent de pouls rétrograde pathologique au niveau de la péricardite. Non, ça n'existe pas, c'est le cas de l'endocardite. D'ailleurs, si vous voyez un pouls jugulaire rétrograde avec une turgescence jugulaire, là vous êtes dans un cas d'endocardite et non pas de péricardite. Donc il faut faire très attention. Donc, pouls jugulaire rétrograde pathologique, McKench, dans le cas de péricardite. Et nous avons, bien sûr, l'œdème au niveau du sternum en cas de complications cardiaques. Donc, ce qu'on appelle les œdèmes déclives. Et l'œdème déclive le plus important chez la vache, c'est l'œdème du fan. Vous allez voir l'œdème du fan. Donc, c'est le signe clinique majeur lors de péricardite. Maintenant, essayons de voir une autre forme de réticulopéritonite traumatique, c'est la forme chronique et qui est généralement négligée sur le terrain. On connaît uniquement la forme aiguë avec le tableau clinique typique, mais il existe aussi des formes chroniques. Alors, par quoi se caractérise la forme chronique, qui est une forme très difficile à gérer, à diagnostiquer. C'est une forme très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que les symptômes ne sont pas spécifiques. Vous allez voir que c'est des symptômes qui peuvent être rencontrés dans plusieurs pathologies. Par exemple, la température, elle est plus ou moins normale. D'accord? C'est des températures généralement qui avoisinent les 38,6 jusqu'à 38,9 maximum. D'accord? Donc, c'est des fourchettes qui peuvent être physiologiques, mais qui n'attirent pas l'attention du clinicien. Donc, s'il retrouve 38,6, 38,9, il dira jamais que c'est pathologique. D'accord? Une perte de poids
caractéristique des formes chroniques, une perte de poids. Décontraction ruménale variable. Et là, c'est un animal qui, au moment de notre consultation, il peut avoir des contractions ruménales normales, avec une fréquence des contractions ruménales normale. Après 1 heure, 2 heures, il y a un ralentissement. Après 3 heures, 4 heures, il y a une augmentation. C'est des contractions ruménales variables. Un mauvais état des poils, c'est des poils cassants. C'est dû à quoi? C'est dû essentiellement à des phénomènes de malabsorption, à des phénomènes où la matière sèche ingérée est inférieure aux besoins. Donc, les premières carences vont se répercuter sur le poil essentiellement. Donc, c'est des poils cassants. Nous avons aussi une alternance entre constipation et diarrhée. Donc, vous voyez que c'est des signes vraiment atypiques. Et d'où la difficulté du diagnostic des formes chroniques de la RPT. Une météorisation chronique intermittente. Kiff, c'est la même chose. Une météorisation chronique intermittente. C'est des vaches qui gonflent et dégonflent, gonflent et dégonflent. Donc, c'est des météorisations chroniques intermittentes. Et là, j'attire votre attention très importante, c'est peu ou pas de douleur. Et c'est là où le clinicien va sortir du cadre du diagnostic de la RPT, parce qu'il dira qu'il n'y a pas de douleur, mais la douleur, elle a disparu. Pourquoi? Parce que c'est chronique. Et dans les affections chroniques, l'animal, il s'adapte à la douleur. Donc, il faut faire très attention. Mais si la douleur xiphoïdienne, les tests du bâton sont négatifs, les tests du garrot sont négatifs, que vous allez dire que c'est un cas que vous allez éliminer la réticulopéritonite traumatique. Parce qu'il existe des formes chroniques où la douleur, elle est peu ou pas mise en évidence. Donc, il faut faire très attention. D'ailleurs, chez les éleveurs, ils parlent d'une vache qui bricole. Elle mange, elle boit difficilement. Pas d'apparition brutale d'anorexie. Ces symptômes sont difficiles à associer avec un cas de réticulopéritonite traumatique. Donc, c'est une vache qui bricole. Elle mange, elle boit difficilement. Des fois, elle mange, des fois, elle s'arrête. Des fois, elle mange normalement. Des fois, elle ne mange pas. Donc, c'est très difficile à mettre en évidence. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que dans ces formes, la seule et unique façon de tirer l'information, c'est les examens complémentaires. Essentiellement, c'est l'échographie abdominale qui peut nous aider dans le diagnostic de ces formes chroniques de la RPT. Donc, sans tarder, nous allons entamer tout ce qui est diagnostic. Alors le diagnostic, il faut savoir que le diagnostic de la RPT est difficile. Il doit être toujours précoce pour éviter les complications. Et là, c'est ça le plus grand problème. Puisqu'il est difficile, généralement sur le terrain, l'intervention à 80%, elle n'est pas précoce. Pas précoce. Pourquoi? Parce que, surtout s'il s'agit d'un clinicien non expérimenté, dès qu'il a une indigestion, il va directement vers le rumen, il va donner tonique ruménale, il va essayer de donner des trucs pour l'acidose, donc un alcalinisant, mais il ne pensera jamais à la réticulopéritonite traumatique. C'est après 2, 3, 4 jours, il est rappelé par l'éleveur et c'est là où le doute va s'installer. Est-ce qu'il s'agit d'une réticulopéritonite traumatique ou non? Donc, il va essayer de s'investir dans le cas un petit peu plus. Mais 3-4 jours, c'est trop tard. Les complications vont s'installer et même sur le plan chirurgical, les risques de réussite vont s'amoindrir. Donc, on aura moins de chances d'avoir une bonne récupération, même après extraction de ce corps étranger. Donc, il faut faire très attention. Le diagnostic est difficile, mais il doit être entrepris précocement pour éviter les complications. Donc, essayez de voir, moi personnellement, le contexte épidémiologique, il est très important. Une vache laitière haute productrice, juste après, généralement après velage, des douleurs, une chute de la production laitière, c'est très important, une chute brutale de la production laitière, je pense directement vers la réticulopéritonite traumatique. J'ai mon échographe avec moi, j'ai le bâton, j'ai le test du garrot, j'essaye d'investir avant de penser à une indigestion simple. Donc je pense toujours au pire pour retrouver le moins. Mais n'allez pas dans le sens inverse, c'est-à-dire penser au moins pire
pour retomber dans le. Ça, c'est un conseil que je vous donne à titre amical. Alors, pour la forme aiguë, donc, quels sont les signes qui vont nous orienter dans le diagnostic de la RPT? C'est la brutalité de l'affection. C'est une vache qui mangeait très bien il y a 2-3 jours. Carrément, elle a arrêté de s'alimenter. La forme aiguë, hein. Elle a arrêté de s'alimenter. L'anorexie et l'indigestion. Donc, les signes de l'indigestion, hein. L'arrêt total ou partiel de la rumination, donc donc il n'y a plus de rumination, ou il y a une rumination mais qui est amoindrie, légère météorisation, léger météorisme, légère hyperthermie, diminution de la production laitière. Et là, j'attire votre attention, c'est le signe. J'aime pas le terme pathognomonique, mais je vais l'utiliser quand même. C'est le signe pathognomonique d'une RPT, une chute vertigineuse de la production laitière qui peut avoisiner 60 à 80%. Tenez-vous bien, 60 à 80% d'une chute de la production laitière. Donc, tous ces signes sont évocateurs de la forme aiguë qui est moins difficile à diagnostiquer que la forme chronique. Les douleurs spontanées ou provoquées. Spontanées lorsque l'animal marche ou provoquées par les différents tests qu'on a déjà vus, les tests du garrot, tests du bâton, tests des zones et ainsi de suite. Ça, c'est pour le diagnostic clinique. Des fois, on est appelé à faire des examens complémentaires. Alors, parmi les examens complémentaires qu'on peut faire, c'est la laparotomie exploratrice par le flanc gauche. Une laparotomie exploratrice par le flanc gauche. Donc, j'attire votre attention sur la chirurgie bovine. Pas difficile comme on peut l'entendre. Hein. Et une laparotomie exploratrice, surtout pratiquée dans les premières phases, elle est très très utile pour le diagnostic et pour le traitement éventuellement. Donc, vous allez ouvrir, si vous trouvez, directement, vous allez remédier au problème qui peut se poser. Donc, mettre un fouche, la laparotomie exploratrice, elle est très simple. Elle peut s'effectuer avec du matériel simple. Hein. Donc, on n'a pas besoin d'un gros matériel pour la faire. Donc, on a besoin uniquement de l'anesthésie. Des fois, une anesthésie transante, une anesthésie loco-régionale est suffisante pour une laparotomie exploratrice. Mais elle est très, très bénéfique. Sur le plan diagnostic, là directement ouvrez, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, surtout avec des éleveurs coopérants, donc qui vous laissent manipuler leurs animaux. On a aussi d'autres examens complémentaires qu'on peut mettre en évidence pour justement mettre l'inflammation péritoniale. Donc comment l'inflammation péritoniale peut être mise en évidence. Donc, la péritonite, comment on peut la confirmer par des examens complémentaires, des examens sanguins surtout. Mais il faut savoir que ces examens sont peu spécifiques. Ça veut dire que les résultats qu'on peut avoir ne sont pas spécifiques à la RPT. Généralement, toute inflammation du péritoine ou toute inflammation qui se situe au niveau de l'abdomen peut avoir les résultats suivants. C'est pour cette raison que je vous dis toujours qu'il faut un examen clinique minutieux. Après, c'est l'examen complémentaire. D'ailleurs, le nom TAO, il est examen complémentaire. Il complète quoi? Il complète un examen clinique. Donc, avec ça et l'examen clinique, là, vous pouvez faire une petite synthèse qu'il s'agit effectivement d'une péritonite causée par un corps étranger et non pas une péritonite qui est due à autre chose. Alors, quels sont les résultats de l'examen complémentaire? Généralement, c'est une numération formulaire leucocytaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une numération formulaire leucocytaire. Et ça nous permet de faire la différence, de distinguer entre la forme aiguë et la forme chronique, de l'inflammation, bien sûr, de l'inflammation, de la péritonite. Alors, lors de péritonite chronique, nous avons une leucocytose, ça veut dire augmentation des leucocytes, donc une leucocytose, avec une neutrophilie. Donc, leucocytose, neutrophilie, elle est supérieure à 4000 neutrophiles par millilitre. Donc, c'est l'augmentation des neutrophiles. Donc, si vous trouvez une leucocytose avec une neutrophilie à 4000 neutrophiles par millilitre, là, vous êtes sûr que vous êtes devant une péritonite chronique. Par contre, si vous avez une leucopénie inférieure à 4000 neutrophiles par millilitre, là, vous êtes sûr que vous êtes devant un cas de péritonite aiguë généralisée. Donc, leucocytose, c'est de la chronique, leucopénie, c'est de l'aigu.
Maintenant, sur le plan morphologique, dans la chronique, on va retrouver des neutrophiles matures plus que les neutrophiles immatures, parce que l'organisme a eu le temps de s'adapter et de donner des neutrophiles qui sont matures, des neutrophiles qui sont matures. Par contre, dans l'aigu, c'est l'organisme est soumis à un phénomène aigu, il n'a pas le temps, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de lutter contre cette inflammation en libérant des neutrophiles immatures que matures. Donc, si vous trouvez une leucocytose avec des neutrophiles matures plus qu'immatures, vous êtes dans la forme chronique. Si vous trouvez une leucopénie avec des neutrophiles immatures que matures, vous êtes dans la forme aiguë. Donc, ça, c'est très intéressant pour faire la différence entre tout ce qui est péritonite chronique et péritonite aiguë. Une simple prise de sang et une mûration formule leucocytaire, elle est très simple et elle n'est pas chère, mais elle peut vous orienter dans votre diagnostic. Mais toujours est-il qu'il faut toujours savoir que ces résultats sont peu spécifiques, d'où l'importance de les corroborer avec l'examen clinique.